Je vais commencer par vous, Guillaume Horst. Donc vous êtes directeur des systèmes d'information et du numérique donc pour la ville de Versailles, et la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, donc le grand parc du château de Versailles. Donc c'est une organisation qui représente plusieurs milliers d'agents et de fonctionnaires. Bonjour. Bonjour. À votre droite, Damien Delépine. Bonjour Damien, Bonjour à tous. Vous êtes responsable du pôle Cloud, Web et Big Data de MWM. Alors, MWM, tout le monde ne connaît pas forcément, c'est une start-up française. Tout à fait. Vous êtes un peu la start-up, le témoin start-up de notre journée. Vous éditez l'application Edging Mix, qui est l'application mobile de mixage musical la plus téléchargée au niveau mondial. Donc c'est des Français qui font ça. Tout à fait. Hein, bravo. Combien? Plus de 45 millions de téléchargements? 160 millions. 160 millions, ouais. 45 millions, c'était le chiffre que j'avais quand on s'était... je vous avais interrogé l'année dernière, donc maintenant c'est effectivement beaucoup plus que ça. Juste à côté de vous, Laurent Verbiguier. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes IT manager de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors l'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'est 4500 salariés pour l'ensemble de la plateforme. C'est 300 salariés gestionnaires de cette plateforme d'aéroport. C'est 9,2 millions de passagers annuels. Je parle sous votre contrôle. Et vous n'êtes pas seulement DSI de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, vous êtes également président des aéroports francophones sur les questions IT, cybersécurité et innovation. On va en parler bien évidemment, hein, puisque ça fait partie aussi des problématiques qui se posent quand on évolue vers le cloud. Tout au bout de notre table, Raphaël de Cormis, bonjour. Vous êtes directeur du département innovation de Gemalto. Donc Gemalto, on ne va pas représenter Gemalto, mais voilà, c'est un groupe mondial spécialisé dans la sécurité numérique. Hein, c'est ce qui a fait vos lettres de noblesse. Alors justement, Raphaël de Cormis, on va commencer avec vous pour la première question. Ça tombe bien. Donc vous êtes autour de cette table, vous êtes le fournisseur. Hein, vous avez la casquette du fournisseur, donc avec la vue plutôt globale. Est-ce que vous pouvez nous commencer par nous donner quelques chiffres pour nous donner une idée sur le cloud hybride, notamment les entreprises qui passent du cloud privé, qui ont un cloud privé, qui évoluent vers le cloud public. En quelques chiffres, vous, qu'est-ce que vous observez, où en est notamment la part sur le cloud public? Tout à fait. Concrètement. Alors effectivement, le cloud hybride, c'est déjà une réalité, puisqu'on a fait un petit sondage récemment vis-à-vis de nos clients entreprises, et on s'est aperçu qu'en moyenne, ils avaient 4,7 cloud déjà, entre privé et public, donc leur infrastructure... C'est assez peu. C'est assez peu, mais finalement, entre leur infrastructure legacy, un peu de mail chez Office 365, G Suite, leur CRM et leurs clients sur Salesforce, ça peut aller assez vite. Et finalement, 4,7, ça pose la question finalement de l'interopérabilité des données. Donc finalement, comment est-ce qu'ils peuvent passer d'un cloud à l'autre, et finalement, ce mouvement vers le cloud, Gemalto l'a accompagné et on a appris plusieurs choses. D'une part, c'est que nos solutions devaient être capables de fonctionner dans tous les clouds, que ce soit des clouds encore privés ou des clouds publics, et surtout que le nerf de la guerre, c'était la donnée et surtout la manière dont la donnée était protégée et les clés du cryptage. Donc finalement, on s'est spécialisé sur les échanges et le tiers de confiance des clés de cryptage. Donc ça, c'est vraiment votre spécialité. Bien évidemment, on va en reparler. Guillaume Horst, de votre côté, donc du côté du
effectivement des DSI. Donc vous, au niveau de la ville de Versailles et de l'agglomération Versailles-Grand Parc, vous avez initié une stratégie de cloud hybride, on peut le dire, hein, on peut le dire comme ça. Moi, ma première question, c'est de savoir comment finalement c'est la principale question, je pense, que vous vous posez, qui se pose, c'est comment vous arbitrez finalement les choix d'une application entre cloud privé et cloud public. Comment vous arbitrez au niveau stratégique? C'est assez simple, hein, et comme tout le monde, on garde en interne sur du cloud privé ce qui est notre cœur de business. Notre core business, on le garde en interne, et tout ce qui n'est pas notre cœur de métier, on l'externalise. La messagerie, c'est pas notre cœur de métier, c'est le cœur de métier de pratiquement aucune entreprise. Donc c'est des choses qu'on externalise. En revanche, les applicatifs pour une collectivité liés à l'état civil ou à des données personnelles d'un administré, bien évidemment, on les garde en interne. Donc on fait ce panache pour l'arbitrage qui reste assez simple. Après, on est contraint par certains opérateurs à avoir du cloud privé sur des données du cloud public, pardon, sur des données qui peuvent sembler être notre cœur de métier. Donc, excepté ces cas-là, c'est comme ça qu'on panache entre les deux. D'accord. Et alors, après, bon, ça va être le sujet de la table ronde suivante, mais en termes d'outillage, vous avez aussi mis en place un outillage, notamment pour intégrer, ça on peut peut-être en toucher deux mots, hein, parce que c'est quand même assez intéressant. Vous avez mis en place un outillage pour intégrer toutes ces applications et orchestrer vos processus métiers. Effectivement, en interne, tous nos applicatifs métiers sont reliés entre eux par un ESB, un bus de service, comme sur beaucoup de surcouches logicielles transverses. Et on a mis en place des connecteurs. Par exemple, si on prend le cas des marchés publics, il y a une plateforme externe où les prestataires répondent, qui n'est pas hébergée chez nous. Et on a un connecteur qui va nous permettre de rapatrier ces données de marché et les intégrer dans notre ESB pour qu'ils soient vus par tout notre logiciel qu'on héberge, eux, sur notre cloud privé. Parfait. Et notamment, alors aussi derrière cette démarche, il y a aussi la volonté bien évidemment, derrière de digitaliser l'ensemble des processus. In fine, c'est ça aussi l'idée, hein, on est d'accord? Bien sûr. C'est l'objectif à plus long terme. Le but pour nous est à long terme, même moyen terme, puisque d'ici la fin 2019 ou début 2020, toutes ces interactions devront être passées dans le bus, qu'elles soient externes ou internes, privées ou publiques au niveau du cloud. Et donc, on n'aura plus aucune de différenciation, ce qui nous permet en sus assez facilement d'éviter les switching costs, puisqu'on a juste un demi-connecteur à redévelopper et tout de suite, la nouvelle plateforme externe est opérationnelle et communique en interne avec tous les logiciels qu'on a déjà. Voilà, donc c'est vraiment très carré, très intéressant et très structuré. Merci beaucoup Guillaume Horst. Alors vous, Laurent Verbiguier, donc au niveau de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, c'est assez intéressant parce que finalement vous aussi vous avez bien évidemment une stratégie de cloud hybride, hein, mais vous rejoignez un peu la démarche de Guillaume Horst entre je garde en interne le critique et j'externalise et je passe en cloud public le moins critique. C'est le même curseur. Oui, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est vrai que, pour faire une petite paraphrase, on est dans le transport aérien, donc on amène nos passagers dans le cloud. On pourrait se dire, tiens, c'est facile, on est déjà dans cette industrie à faire rêver et à partir sur le cloud. Donc je plaisante avec cela, mais justement, si on y réfléchit un petit peu plus, le transport aérien est une industrie comme toute industrie complexe et sécurisée. On n'imaginerait pas à ce que les calculateurs des avions soient pas dans l'avion. On n'imaginerait pas à ce que les calculateurs des tapis bagages ne soient pas auprès des tapis bagages. Donc l'approche que nous avons est bien cette dichotomie entre applications critiques et applications non critiques. Donc une fois qu'on part de ce postulat, ça permet déjà d'associer nos directions générales à faire le chemin et de faire la part des choses entre ce qui est vraiment critique pour le business et ce qui ne l'est pas. Une fois qu'on a fait ce chemin, on rencontre quand même beaucoup d'embûches parce que partir sur le cloud, c'est quand même pas simple, c'est compliqué. Donc on a au moins deux inducteurs qui sont un frein. Le premier, c'est le financement.
Alors ça si vous le voulez bien, on va l'aborder On en l'aborde deuxième juste partie de table. Mais c'est vrai que déjà, effectivement, c'était intéressant de voir que chez vous, c'est vrai que vous avez des enjeux critiques, puisqu'un aéroport, c'est quand même, il y a des processus critiques au niveau de la sécurité. Donc c'est vrai qu'au niveau des systèmes, il y a des systèmes qui sont très très critiques, qu'on ne peut pas se permettre qu'ils s'arrêtent ou d'avoir des données à l'extérieur. Donc je pense que ça, c'est déjà un point important. Après, sur la question du financement, je pense qu'on va en parler largement parce que tout le monde a des choses à dire sur cet aspect-là. Donc je vous propose de l'aborder en deuxième partie. Mais je voulais vous donner la parole à vous juste avant, Damien Delépine, donc de votre côté. Donc vous, c'est complètement différent. Vous êtes une start-up, évidemment. Vous êtes pratiquement que dans le cloud public. Donc quand on dit cloud hybride ou pas, vous, c'est plutôt pratiquement que du cloud public. Plutôt 90% Voilà, oui, c'est ça. de cloud public. Et contrairement à mes collègues, c'est tout ce qui est critique, cloud public, automatiquement. D'accord. Donc c'est Pourquoi un peu l'inverse. C'est complètement l'inverse. D'accord. Et pourquoi? C'est parce que mes clients, ils utilisent ces outils. Ce sont des téléphones. Et comme toutes mes applications doivent pouvoir tourner sur toute la planète, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, le week-end, la semaine, je ne peux pas me permettre de devoir moi-même opérer un cloud avec mon équipe. Il faut savoir qu'on est 5 à opérer tout ça. On est 5 à opérer 160 millions de téléchargements dans 182 pays. Et ça, on ne le fait pas avec un cloud privé tout seul à la main. Donc tout ce qui est critique, on le laisse à ceux qui savent faire. Donc en l'occurrence, les grands clouds publics, Google, Amazon, Microsoft, ils savent faire, c'est très bien. Et nous, on s'occupe de notre métier, développer des belles applications qui sont hyper rapides et qui plaisent aux utilisateurs. Et alors vous utilisez à la fois le IaaS et le PaaS pour des objectifs différents, mais vous utilisez les deux? Tout à fait. Pour le PaaS, essentiellement pour l'applicatif, pour toutes les applications qui servent pour les comptes des utilisateurs dans les applications, pour ce qui est le contenu que les gens produisent et veulent partager. Et l'IaaS pour donc l'infrastructure as a service pour tout ce qui est traitement ensuite hors runtime, c'est-à-dire pas en temps réel, qui nous permettent de faire des analyses sur des grands volumes de données et qui nous permettent ensuite d'améliorer nos applications avec les retours utilisateurs. Voilà. Alors naturellement, vous êtes une start-up, donc toutes les sociétés forcément sont pas comme vous. Il y a des sociétés, il y a des organisations, des administrations qui ont un historique, des objectifs différents et qui doivent gérer les choses de façon différente et notamment garder un cloud privé important. Raphaël de Cormis. On l'a dit, toutes les organisations ne sont pas comme MWM. Vous évoquiez en introduction ce taux finalement faible, global, de 4,7% d'adoption du cloud public dans les entreprises. Donc c'est le constat que vous faites. Pourquoi un taux si faible? Alors, c'est le nombre de clouds que les clients ont. En fait, effectivement, la partie business IT, la partie legacy n'a pas encore complètement basculé pour tout le monde, souvent lié à des raisons de sensibilité de la donnée et aussi de certification. Par exemple, on observe que le secteur du télécom, les secteurs gouvernementaux commencent à aller vers le cloud mais n'y sont pas. On a observé il y a quelques années le début du mouvement du secteur bancaire parce que la régulation a autorisé ce genre d'utilisation. Et il se trouve que le cloud hybride permet finalement de garder la portion congrue, la plus sensible, la plus certifiable dans la partie privée, sous contrôle. Et c'est pour ça qu'on a cette multiplicité de cloud et qu'on a besoin d'avoir encore des parties qui restent en privé dans les secteurs qui sont liés au monde réel avec une exigence de certification et de sécurité forte. D'accord, donc les solutions, c'est effectivement certification, sécurité, c'est ça les solutions pour dépasser ces points de blocage. C'est vraiment le driver du cloud hybride, ce qui pousse à rester. Si on prend un exemple, par exemple, quand vous vous authentifiez sur un réseau télécom, donc c'est votre SIM card qui le fait, mais finalement l'algorithme qui permet de faire cette cryptographie, l'association des opérateurs télécoms, la GSMA, oblige à ce que ce soit fait sur des serveurs physiques. Et ça, effectivement, vous n'avez pas la possibilité de le faire dans un cloud public. D'accord. Donc ça, un point clé effectivement à observer. Guillaume Horst, je voulais revenir à vous justement sur les questions pas de blocage, mais disons les éléments qui
voilà, qui sont non facilitateurs pour aller vers ce cloud public. Donc là, on parle de la sécurité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éléments, notamment financiers. Effectivement. Pour rentrer dans le dur. Effectivement, il y a des problématiques financières et par avance, je m'excuse auprès de notre secrétaire d'État au numérique pour ne pas être en accord avec lui, mais le gouvernement a notamment fait acter les accords État-collectivité, ce qu'on appelle les accords de Cahors, qui encadrent les dépenses de fonctionnement des collectivités. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, si on passe dans le cloud, si une collectivité passe dans le cloud, ça va peser sur son fonctionnement, pas sur son investissement. Donc on n'est pas incité déjà par l'État à passer dans le fonctionnement. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle FCTVA et mécanisme de réversion de la TVA qui nous incite encore une fois à passer en investissement plutôt qu'en fonctionnement. Donc au-delà de l'aspect core business, et même pour une start-up, son core business, il externalise le critique, mais il n'externalise pas son core business. Donc son core business, il est en interne. Donc au-delà de cet aspect biparti entre core business et non core business, il y a aussi le manque d'incitation pour une collectivité publique, du moins, à aller vers des solutions qui pèseraient sur son fonctionnement. Alors, on a pu, avec les journalistes qui étaient présents, poser quelques questions au ministre juste après son intervention. Et justement, il est absent là, mais je lui ai posé la question de savoir effectivement si il avait une réflexion autour de la fiscalité, notamment des collectivités locales, pour la modifier, pour faire en sorte que cette fiscalité soit plus facilitatrice pour aller vers le cloud. Et donc, il m'a indiqué qu'effectivement, le gouvernement travaillait sur cette question et que ça faisait partie des questions au programme. Alors bien évidemment, c'est pas encore voté, mais en tout cas, voilà ce qu'il m'a répondu tout à l'heure. Alors, je voulais quand même continuer avec vous parce que Guillaume Horst, parce que en ce moment vous avez un projet quand même qui est assez intéressant en matière de téléphonie fixe, avec notamment un projet qui viserait à basculer la téléphonie dans le cloud, ou en tout cas à l'externaliser. Et donc là justement, vous avez réfléchi concrètement à la question sur ce cas. Effectivement, c'est un cas concret, la téléphonie, puisque c'est du legacy, donc ça parle à tout le monde. On n'est pas dans de l'applicatif, de l'ESB ou tout ce qui peut être en REST et qui va avec. On est vraiment dans quelque chose qui parle à tout le monde. Une start-up, elle ne se pose pas la question. La téléphonie, elle l'externalise, elle n'a pas de problématique. Ou tout le monde marche sur son portable pour les 20 employés, 30 ou 40, quel qu'il soit. Sur une structure de plusieurs milliers, évidemment, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et quand on doit renouveler un parc téléphonie fixe qui coûte plusieurs millions, on se pose la question, est-ce qu'on passe en TAS que poussent aujourd'hui tous les opérateurs? Mais très vite, on exclut ce scénario, car encore une fois, le TAS pèserait sur du fonctionnement. Donc une collectivité Télécom as a service. Voilà, Télécom as a services. Une collectivité va préférer investir et avoir des coûts d'investissement immédiats et ne pas peser sur ses coûts de fonctionnement pour plein de raisons. Au-delà de l'incitation économique, en cas de durcissement ou de problème lié à la fiscalité, elle peut toujours stopper les projets d'investissement. En revanche, ses coûts de fonctionnement, elle pourra jamais les stopper. Un peu comme une entreprise de BTP qui doit faire face aujourd'hui, en 2018 et depuis quelques années, à une croissance et qu'engage des intérimaires parce qu'elle ne sait pas combien de temps elle pourra maintenir à flot un tel niveau d'employabilité. Alors, c'est vraiment intéressant. Laurent Verbiguier, je voulais revenir à vous sur les questions de passage à l'OPEX. Puisque finalement c'est de ça dont on parle. C'est vrai que les fournisseurs, beaucoup souvent depuis le début, nous disent que l'OPEX est génial, que ça va tout régler, que le DAF va adorer, etc. Est-ce que finalement c'est si simple que ça, de votre point de vue? Non. Mon DAF n'apprécie pas. Mon DAF me fait les yeux ronds. On a la même problématique, mais pour d'autres raisons. Donc, mon collègue évoque les aspects de budget de fonctionnement et d'investissement. Donc, dans les sociétés privées, on parle donc de budget d'OPEX et de CAPEX. Donc, nous, c'est pas pour des raisons de fiscalité, mais c'est pour des raisons comptables et de résultats d'entreprise, puisque chacun le sait, les CAPEX n'apparaissent qu'en fin de tableau. Donc ne viennent pas gréver le résultat d'exploitation de nos entreprises, alors que l'OPEX, il apparaît en haut de tableau et donc grève le résultat. Alors,
ça appelle en fait, de mon point de vue, une question de fond et pour laquelle je pense qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui. Mais on parle en fait, quand on est sur nos sujets de data, on pourrait parler d'actifs finalement. Puisque quand on fait la règle comptable CAPEX-OPEX, ou charge et investissement, les comptables regardent si on est en train de traiter un actif ou pas. Et un actif dans une société, il a un certain nombre de caractéristiques. La difficulté qu'ils ont avec notre sujet, le nôtre à tous, c'est que lorsqu'on parle du numérique, lorsqu'on parle de la data, on parle de choses qui sont immatérielles, dont on a du mal à imaginer qu'on puisse les immobiliser, que ce soit un réel actif pour l'entreprise. Et pourtant, c'est bien des choses qui créent de la valeur pour nos entreprises. Donc j'espère que nos États, nos gouvernements progresseront sur cela parce que il faut qu'on balaye CAPEX, OPEX. On parle de financement de nos projets. Et nous qui sommes spécialistes, comme vous tous ici, ce qui nous importe, c'est d'avoir de l'argent pour le faire, de proposer des modèles économiques qui tiennent. Et finalement, que ce soit du CAPEX ou de l'OPEX, j'allais dire, c'est peut-être moins notre problème. Sauf que, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un frein. C'est-à-dire que lorsque moi, sur mon aéroport, avec mes collègues des autres aéroports, ou même les compagnies aériennes qui achètent des avions, eh bien, lorsqu'on construit des pistes, lorsqu'on construit des bâtiments, on voit que c'est du dur. Donc on est sur du CAPEX. Lorsqu'on achète un avion, on est sur du CAPEX. L'avion, on peut le prendre en leasing, mais c'est un autre sujet. Et donc nos sociétés, nos dirigeants ont un schéma en tête de CAPEX qui arrange bien dans le modèle économique de rentabilité de la société, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on fait cela en bas de tableau dans le calcul de la rentabilité. Mais pour autant, je pense qu'il va falloir s'habituer à ce que de plus en plus, notre actif informatique, nos data, puisse être financé par de l'OPEX. Pas de façon systématique, mais en tout cas le cloud en est une évidence. Si on ne le finance pas en mode OPEX, je ne vois pas comment on peut le financer par ailleurs. Puisqu'on peut préciser aussi, c'est que vous, en tant qu'aéroport, vous avez une délégation de service public sur une période donnée qui structure en fait aussi, qui vous pousse à structurer en fait vos investissements sur cette période. Oui, alors ça complique un peu les choses. C'est vrai que là, on va rentrer un peu dans la technique de la délégation que l'État nous donne sur un aéroport, mais il faut en comprendre qu'on a une concession qui dure un certain nombre d'années. Pour nous, l'aéroport de Toulouse, ça va jusqu'en 2045. Mais il faut qu'on prévoie à l'avance que tout ce que l'on va rentrer dans nos immobilisations d'entreprise, eh bien, à la fin de la concession, soit rendu à l'euro symbolique auprès de l'État. Puisque l'État ne va pas racheter ce qu'il a concédé pendant des années à une société privée en termes d'exploitation. Donc ça complexifie encore plus la mécanique de calcul, mais j'en reviens encore une fois sur ça. On est vraiment sur des problématiques de calcul purement comptables. Et souvent, donc, à mon DAF, je lui dis, mais c'est à toi de me trouver la solution, c'est toi qui dois essayer de trouver des mécanismes, sans forcément faire de la supercherie, mais trouver des bons mécanismes pour que dans les comptes, on arrive à faire passer tous ces OPEX qui sont de plus en plus importants. Alors forcément, du côté de MWM, c'est pas tout à fait la même approche. Enfin, c'est complètement différent. Forcément, la start-up, vous, le cloud, c'est plutôt synonyme. Enfin, vous avez déjà commencé à le dire au départ, mais d'économie, de tremplin. C'est ça. Et alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres justement, si vous n'aviez pas le cloud, par exemple, il vous faudrait combien de personnes pour faire l'équivalent de ce que vous faites? Je ne sais pas, par exemple, sur l'infrastructure, on peut peut-être donner des exemples concrets. Il faudrait beaucoup de personnes. Je pense qu'il faudrait vraiment une équipe avec des personnes très expérimentées, on va dire entre 5 et 10 personnes, pour tenir un ensemble de machines qui pourraient aller jusqu'à plusieurs centaines de nœuds, donc de machines qui vont pouvoir répliquer après leur comportement entre elles au sein d'un data center. Donc ça devient après une infrastructure très lourde. Et en région parisienne en plus, on connaît les problématiques de place. Et effectivement, le cloud public nous permet de tester un énorme nombre de projets à des coûts très 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 faibles. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, on a pu sortir plusieurs dizaines d'applications pour des coûts, je pense, cumulés qui ne dépassent pas 100 $. On les teste et ensuite on voit si ça marche. Et là, c'est un peu le cycle de développement d'une startup. Et ensuite, une fois que ça marche, il faut évidemment pouvoir encaisser toute la charge qui va monter puisque l'application va être utilisée partout dans le monde par énormément d'utilisateurs. Voilà, parce qu'après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous bénéficiez de la capacité de déploiement du cloud au niveau mondial Tout à fait. vous ne pourriez pas faire sans. Impossible. C'est ça aussi. Impossible avec notre taille et avec nos compétences, tout simplement. On n'a pas ce genre de compétences en interne.
Et c'est pour ça qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire, sur notre cœur de métier, les applications. Alors ce que j'ai noté aussi lors de notre call préparatoire, c'est que ça vous permet aussi, alors bon, il faut quand même le redire, c'est que vous êtes une start-up, ça vous permet aussi d'avoir directement accès à des technologies, à l'état de l'art, du niveau grand groupe. Enfin, tout à fait. Voilà, ça nous permet d'avoir accès aux technologies qui sont utilisées actuellement par toutes les grandes start-up de ce monde, on peut dire. Donc Netflix, Google, Amazon, tous ces grands groupes qui produisent tout au long de l'année des systèmes absolument considérables en termes de technologie. On peut faire des choses absolument faramineuses et ça nous permet de les utiliser et de les payer à l'usage. Et ça, c'est extrêmement important parce que on peut pour quelques dollars bénéficier de ces petits bouts de technologie qui nous fournissent une avance sur nos concurrents qui n'utilisent pas ce type de cloud. Voilà. Parfait. Donc après, une fois qu'on a parlé effectivement de ces grandes stratégies que vous pouvez avoir, on peut aussi parler de la manière dont on les met en œuvre en termes de gouvernance. Raphaël de Cormis, sur cette partie-là, sur la question de la mise en œuvre, là, qu'est-ce que vous conseillez vous en termes pour pas se planter, quoi. Alors, je sais pas si j'espère qu'on sera une bonne référence. En fait, l'enjeu, c'est de voir finalement quelle est vraiment la partie la plus stratégique, la plus sensible en termes de données qu'on veut garder chez soi. Et ensuite, s'assurer que l'interopérabilité avec les différents clouds publics fonctionne. Et sur certains de nos projets sur lesquels on veut aller encore plus vite, donc même si on est un grand groupe, on aime bien avoir les technologies de pointe. Et on utilise aussi largement les fonctionnalités des PaaS, donc des plateformes as a service, pour vérifier qu'une hypothèse, un problème vaut la peine d'être résolu et de proposer une première solution. Qu'après, on peut industrialiser, mettre en mode de déploiement multi-cloud au besoin pour nos clients. D'accord. Je voulais revenir avec vous, Laurent Verbiguier, sur la question sur cette question en fait qu'on commence à aborder de la gouvernance et du pilotage de l'ensemble, parce que c'est là où commence la complexité. Quand on commence à déployer du cloud privé, du cloud public, c'est là où tout se complique. Oui, c'est en tout cas la deuxième difficulté que nous avions identifiée en préparant cette table ronde. La première étant le mode de financement et la seconde étant la gouvernance de tout cela. Parce que lorsqu'on est en mode hybride, il faut garder le service vu des utilisateurs transparents. Nous, à Toulouse, sur l'aéroport, tout ce qui est cloud privé, on a externalisé l'exploitation auprès d'un partenaire qui est d'ailleurs dans la salle. Donc toute la partie exploitation, à travers un contrat de plusieurs millions d'euros, on assume le pilotage de nos data centers qui sont en cloud privé. Mais je demande également à ce prestataire de nous assumer le pilotage de ce qui se trouve à l'extérieur. Alors pour l'instant, on a peu de choses. On a commencé, comme mes confrères, avec Office 365, le site internet bien évidemment, quelques petits sujets qui commencent à basculer vers le cloud public. Mais je demande aux prestataires de malgré tout assumer, on va dire avec une seule tête de pont, l'ensemble de l'activité. Et donc c'est là, lui, on va dire sa responsabilité, mais du coup sa difficulté de malgré tout assumer ce service. Donc on est en train d'y travailler, ça se monte progressivement. Donc vu que la force de frappe pour l'instant du cloud public est relativement faible chez nous, je dirais qu'on apprend en marchant. Mais j'attends moi demain à ce que le niveau de service soit rendu à mes utilisateurs, quel que soit l'hébergement, le mode d'hébergement, qu'il soit en cloud privé ou en cloud public, il faut que ça reste, on va dire, d'une seule voix, la réponse que l'utilisateur va attendre par rapport à ses attentes. Alors là, je ne peux pas ne pas vous faire rebondir, Guillaume Orr, sur cette question. Est-ce que vous rejoignez ce discours de Laurent Verbiguier sur l'enjeu justement d'avoir des processus de production alignés entre public et privé et d'essayer de rationaliser en fait ça, peut-être autour de SLA optimisés, communs? On n'a pas vraiment le choix. On le voit dans les deux sens. De toute façon, une problématique. Alors nous, la gestion de l'IT et du legacy est gérée par mes équipes en direct. Et on a cette problématique où, d'un côté, il est difficile,
même si on le contractualise, d'imposer aux prestataires externes qui interviennent sur notre cloud privé d'utiliser nos outils, puisqu'on a des outils internes de gestion. Et de l'autre côté, nous, on doit s'imposer d'utiliser les leurs. Donc le juste milieu est de trouver des process cibles pour tous, que mes ingénieurs en interne utilisent les mêmes process sur le cloud privé et le cloud public. Avec un outillage aussi commun avec éventuellement. un outil type Walix Voilà. ou ce type d'outillage-là, pour la gestion des tickets aussi, et pareil pour nos fournisseurs. Donc comme ça, on communique tous avec le même langage, mais c'est vrai qu'il y a un réel enjeu, car si on n'utilise pas les mêmes outils, on perd du temps, et sur les outils critiques qu'on garde en interne, comme ceux qu'on serait amené à externaliser, et ben là, on a un réel enjeu d'efficience et de rapidité pour rétablir le service. Tout à fait. Parfait. Oui, je voulais rajouter Laurent quelque chose, c'est Verdiguier. qu'on parle beaucoup de run lorsqu'on parle de nos clouds, qu'ils soient privés ou publics, mais il ne faut pas oublier aussi que le cloud public amène des incidences dans le build. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué, lorsqu'on est en cloud privé, on a son application, on gère ses niveaux de version, on gère ses projets avec les équipes internes la plupart du temps. Lorsqu'on est sur le cloud public, on n'a pas mot à dire, on peut pas lever le doigt, tout se fait automatiquement. Donc l'impact sur le build est conséquent également. Tout au moins, il faut que les chefs de projet s'habituent à des solutions qui sont hébergées sur le cloud pour qu'eux-mêmes, dans leur procédure projet, leur processus projet, s'adaptent. Et donc là, l'une des réponses, et je l'avais souligné, c'est que pour l'instant, ce qu'on a mis en place et qui est assez efficient, c'est que j'ai regroupé les entités run et build. Donc historiquement, les DSI sont souvent répartis en deux entités de cette nature. Donc on a fait l'effort aujourd'hui de casser ces deux entités et de n'avoir que des entités métiers pour lesquelles les chefs de projet ont la responsabilité totale du cycle de vie de leur applicatif. Du moment où il se fait en build jusqu'au run, et de telle sorte qu'ils commencent à apprendre que lorsqu'on est de plus en plus sur le cloud, eh bien, ça a des incidences tant sur le run que sur le build. Donc là, c'est l'agilité, le DevOps, c'est mettre en place une dynamique dans ce sens-là.